Il y a quelques jours, je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux de m'aider à faire un choix de livres à décrypter dans cette vidéo. Et merci d'avoir participé à ce mini sondage. Laissez-moi vous dire que votre choix majoritaire s'est porté sur le livre intitulé L'indépendance au Burkina Faso, enfin, nation et souverainisme, écrit par Lona Charles Ouattara. C'est donc ce livre que nous allons décrypter dans cette présente vidéo. Mais pas d'inquiétude, le deuxième livre intitulé L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique écrit par un collectif d'auteurs africains et français, sera bien sûr au programme dans une prochaine vidéo. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement pour le décryptage du livre de Lona Charles Ouattara. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble un livre au contenu en phase avec l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. Et ce livre est intitulé L'indépendance au Burkina Faso, enfin, nation et souverainisme, écrit par Lona Charles Ouattara et publié en 2024 aux éditions L'Harmattan à Paris. À travers le décryptage de ce livre, nous allons répondre à deux questions majeures. Pourquoi dans l'histoire du Burkina Faso, la souveraineté ou l'indépendance du Burkina Faso a souvent été remise en cause, notamment dans ses rapports avec la France? Et quels sont aujourd'hui les leviers de souveraineté sur lesquels s'appuie le Burkina Faso pour s'affirmer non seulement au plan continental et international? Ce livre ne se contente pas seulement de raconter le passé. Ce livre déconstruit, remet en cause certaines idées reçues et aussi permet de s'offrir une nouvelle grille de lecture en phase avec l'actualité. Pour ce faire, je vous invite à suivre de bout en bout cette vidéo et de rester jusqu'à la fin parce que cela pourrait changer votre manière de comprendre le passé, l'histoire, mais aussi façonner votre perception de l'avenir du Burkina Faso. BioExpress, qui est Lona Charles Ouattara. Lona Charles Ouattara est un officier supérieur burkinabé qui est aujourd'hui à la retraite. Il a été formé à la prestigieuse école militaire française Saint-Cyr. Colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara a occupé d'éminentes fonctions au plan international. C'est ainsi qu'il a eu à occuper le poste de chef des opérations aériennes des Nations Unies. Il a été aussi par ailleurs conseiller en sécurité aérienne du gouvernement congolais. Lona Charles Ouattara s'est aussi investi en politique. Il a été élu député sous la bannière de l'opposition, précisément de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, de Zéphirin Diabré. Il a été aussi deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de 2016 à 2020. Lona Charles Ouattara explique dans le livre que l'armée française continue de cultiver des réflexes coloniaux en Afrique et en tant qu'officier formé à la prestigieuse école militaire française Saint-Cyr, il affirme que cette école perpétue un sentiment de supériorité. Selon lui, un officier africain, même bien formé, même formé à égalité avec un officier blanc, sera toujours perçu comme étant inférieur. Et il donne pour cela un exemple concret. C'est ainsi que, à la fin de leur formation, les élèves étrangers africains recevaient un simple certificat, pendant que les autres officiers français recevaient à la fin de leurs études un diplôme d'ingénieur. Pour obtenir un diplôme français, les étudiants africains étaient obligés d'aller s'inscrire parallèlement dans les universités françaises. Et pendant sa formation à l'école militaire Saint-Cyr, l'auteur raconte que ses camarades et lui étaient obligés de passer le brevet de langue française pour évaluer leurs compétences dans le parler français. Ce qui est selon lui discriminatoire du moment où ils étaient déjà titulaires d'un baccalauréat et aussi lui particulièrement il était parfaitement bilingue parlant le français et l'anglais. L'auteur rappelle que ce traitement d'inégalité n'est pas tout à fait nouveau. Quand on remonte l'histoire coloniale, on se rend compte que les soldats africains, les tirailleurs sénégalais n'étaient pas traités sur le même pied d'égalité avec leurs collègues soldats français. Ils avaient un traitement salarial différencié qui était inférieur à celui
des officiers ou des soldats français. Selon lui, toutes ces pratiques, tous ces comportements, toutes ces attitudes envoient un message tout à fait clair. C'est celui de l'infériorité ou en tout cas de la hiérarchie entre officiers blancs et officiers africains. Et pour lui, c'est ce qui a contribué à dévaloriser l'image de la France en Afrique. Lona Charles Ouattara aborde aussi la question des interventions militaires françaises en Afrique. Et en tant qu'ancien officier supérieur, on note dans le livre qu'il est foncièrement contre ces interventions militaires. Il évoque quelques exemples clés d'intervention militaire française en Afrique, notamment au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, entre autres. Pour le cas du Rwanda, l'auteur s'appuie sur un récent rapport intitulé Rapport Duclerc en 2021 et commandité par le président français Emmanuel Macron. Et ce rapport révèle clairement les lourdes responsabilités de la France dans la perpétration du génocide rwandais en 1994 et qui a fait environ 1 million de victimes. Et en Côte d'Ivoire, l'opération militaire Licorne a été perçue par une partie de la population ivoirienne comme étant une force d'occupation étrangère. Au Mali, l'opération Serval a d'abord contribué à redorer l'image de la France. Mais l'auteur note cependant que certaines décisions prises notamment sous la présidence de François Hollande a contribué à montrer certains intérêts cachés de la France, notamment le blocage de l'armée malienne à Kidal, qui reste une zone stratégique pour la France. Au Burkina Faso, l'auteur évoque l'opération militaire Sabre, qui a été installée discrètement en 2009 au Burkina Faso, à Ouagadougou, et qui était forte de 400 militaires. Et l'auteur, qui était député parlementaire burkinabé, note que même le Parlement, l'Assemblée nationale du Burkina Faso, a été pris de court par l'installation de cette opération militaire française en 2008. Et pour l'auteur, après 12 ans de présence sur le sol burkinabé, le bilan reste mitigé et il note un échec total dans la lutte contre le terrorisme. L'auteur, qui est ancien officier supérieur, se pose la question de savoir pourquoi la France n'a pas soutenu la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dans sa guerre contre le Mali dans les années 1970, alors qu'il existait des accords de défense entre Paris et Ouagadougou. L'intervention militaire française en 2011 en Libye a aussi heurté la sensibilité, froissé la dignité de la plupart des souverainistes africains. Et pour l'auteur, c'est dans ce contexte d'échec généralisé de l'armée française en Afrique que la Russie est venue combler un vide en tant que nouveau partenaire. Pour Lona Charles Ouattara, la diplomatie française envers ses anciennes colonies africaines ressemble à une forme de pression, à une forme d'intimidation. Et pour cela, l'auteur parle même d'une diplomatie de la hiérarchie. Et pour illustrer cela, il évoque plusieurs exemples que nous allons citer. On commence par rappeler le discours paternaliste de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007, où le président français disait, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Et pour l'auteur, ce discours a contribué à dégrader l'image de la France en Afrique. L'auteur critique aussi l'attitude du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 à l'endroit du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour l'auteur, le président Macron n'a pas hésité de tapoter la joue du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour lui, cela est une marque d'humiliation et d'un manque de respect envers son homologue burkinabé. Il écrit ceci: le président français représente bel et bien la France coloniale au Burkina. Et plus récemment, en 2021, l'auteur critique le président français Emmanuel Macron qui a eu à instaurer un dialogue direct avec la société civile africaine à l'occasion du sommet de Montpellier, en contournant ainsi les dirigeants africains. Et l'auteur remonte aussi
jusqu'en 2012 pour évoquer une autre humiliation d'un président africain, en l'occurrence Joseph Kabila, président du Congo, à l'occasion du sommet de la francophonie, où François Hollande est non seulement arrivé en retard, mais aussi il s'est permis de saluer fugacement le président Joseph Kabila pour aller se prendre et saluer avec effusion le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. Toutes ces maladresses, tous ces comportements ont contribué à affaiblir la diplomatie française en Afrique, mais aussi à ternir l'image de la France. Et avec l'arrivée au pouvoir en 2022 du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, l'auteur recommande fortement à la France de changer de posture. Dans ce livre, Lona Charles Ouattara développe aussi la théorie de la souveraineté à travers la notion du souverainisme. Il commence par rappeler une vérité essentielle. Pour qu'un État puisse exister, il faudra qu'il réunisse 3 critères fondamentaux. Premièrement, le pouvoir, deuxièmement, le territoire et enfin, la population. Et sans souveraineté, on ne peut pas parler véritablement d'État. Il explique qu'on peut comprendre la notion de nation à travers 3 réalités essentielles mais distinctes. Premièrement, nous avons la nation civique qui, quant à elle, repose sur la citoyenneté et aussi sur les lois communes. Deuxièmement, nous avons la nation ethnoculturelle qui s'appuie sur les langues, les traditions et les cultures partagées. Et troisièmement, nous avons la nation marxiste révolutionnaire qui repose essentiellement sur le sentiment d'appartenir à une même communauté et engagée dans une lutte commune. À partir donc de l'explication de la notion de nation, l'auteur extrapole qu'il y a aussi autant de types de souverainisme qui convergent vers un même objectif, c'est-à-dire permettre au pays d'exister, de défendre ses intérêts sur la scène internationale. C'est ainsi que nous avons le souverainisme civique, le souverainisme ethnoculturel, le souverainisme marxiste révolutionnaire et enfin, quatrièmement, pour terminer, avec le souverainisme économique qui repose quant à lui sur la protection et la promotion des industries nationales. À travers donc l'idée de nation et de souverainisme, l'auteur prend un cas spécifique qui concerne le Burkina Faso pour expliquer comment le pays a dû lutter pour défendre sa souveraineté à travers sa longue histoire depuis les indépendances. C'est ainsi que dans sa quête de souverainisme, le Burkina Faso a connu et a expérimenté plusieurs idées de nation que nous allons voir tout de suite. Mais en attendant, avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne Yannick Naré, une chaîne spécialisée dans le décryptage des livres, des ouvrages, des essais sur plusieurs thématiques pour comprendre l'Afrique et le monde. Et aussi, je vous demande de liker cette vidéo pour permettre à notre audience de toujours grandir. Nous allons commencer avec la première forme de nation que le Burkina Faso a expérimentée et qui part de la colonisation du pays en 1898. Et c'est ainsi que la France, en colonisant la Haute-Volta à l'époque, a essayé de calquer son modèle d'organisation du territoire dans le pays. Et ce que l'auteur a appelé la nation contractuelle et laïque. Et ce modèle va perdurer depuis la colonisation jusqu'aux indépendances en 1960. Et ce n'est qu'en 1983 que cette forme de nation, c'est-à-dire la nation contractuelle et laïque, va s'éclipser pour appeler à une autre forme de nation. Et à partir du 4 août 1983, souvenez-vous, la révolution de Thomas Sankara, et cette idée de nation contractuelle et laïque va s'éclipser, va disparaître au profit de la nation marxiste révolutionnaire. Et à partir du 15 août 1987, souvenez-vous, l'assassinat horrible de Thomas Sankara, cette forme de nation marxiste révolutionnaire va prendre fin et faire appel à une troisième forme de nation qui est la nation civique. Et c'est cette forme de nation civique qui, depuis 1987, existe jusqu'à nos jours. Avec l'auteur Lona Charles Ouattara, nous avons vu comment le souverainisme burkinabé s'est développé depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Mais toutefois, l'auteur reconnaît une limite au souverainisme burkinabé et c'est lié à la religion. Pour lui, on ne peut pas combattre la domination française en Afrique et au Burkina Faso en continuant de s'adonner à cœur joie
à la pratique de l'islam et du christianisme au détriment de l'animisme. L'auteur s'étonne d'ailleurs que seules les fêtes musulmanes et chrétiennes soient célébrées au Burkina Faso. Il considère que la pire des dominations, la pire des colonisations reste celle liée à l'esprit, à la conscience et au mental. Et pour l'auteur, des citoyens ordinaires aux dirigeants du pays, du Burkina Faso, personne ne s'est préoccupé de l'aspect religieux dans la quête de la souveraineté de Burkina Faso. Et c'est le MPSR 2 qui a pris cet aspect des choses en compte dans sa gouvernance. Et pour lui, pour que la libération, la souveraineté du Burkina Faso soit complète, il faudra une réforme, un changement des mentalités des Burkinabés sur le plan religieux. Selon l'auteur, Lona Charles Ouattara, l'un des moments les plus décisifs de l'histoire du Burkina Faso dans sa quête de souveraineté reste bien sûr cet épisode moins connu, non seulement par les Burkinabés, aussi par le monde entier. Et il s'agit bel et bien de l'insurrection des Boaba et des Marca de 1915 à 1916. Restez pour que je vous raconte cet épisode inconnu. Tout commence dans un petit village appelé Bona, à 14 km de Safané, au Burkina Faso, où éclate une violente révolte des peuples Bois et Marca contre l'administration coloniale française. À l'origine de cette grande colère, il y a deux raisons essentiellement. Il s'agit premièrement du recrutement militaire forcé de la part de l'administration coloniale pour enrôler les populations locales dans la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale donc. Et aussi, il y avait les travaux forcés imposés aux populations locales. Ces deux raisons vont faire exploser une colère terrible de la part des populations de plusieurs ethnies dans l'ouest du Burkina. Un événement spécifique va choquer l'opinion locale, c'est-à-dire une femme enceinte qui était presque à terme a été mobilisée pour les travaux de construction de la route d'Edougou-Bobo-Dioulasso. Et la femme a subi plusieurs coups. Malheureusement, elle a accouché sur le théâtre travaux de construction de cette route et cela a choqué les ouvriers qui étaient mobilisés à cette occasion. Et cet acte va susciter donc la colère non seulement des Boaba qui vont se soulever, mais aussi avec eux d'autres ethnies telles que les Samo, les Marca, les Bois. Ils vont tous se soulever contre l'administration coloniale. On parle même de 300 000 insurgés qui ont été mobilisés de plusieurs villages pendant plus de 10 mois. Mais les conséquences ont été énormes. Il y a eu des milliers de morts à cause de la répression violente de l'administration coloniale, mais aussi cela a suscité une restructuration coloniale. C'est-à-dire que cela a provoqué la création en 1919 de la colonie de Haute-Volta. Cela pour permettre à l'administration coloniale, aux colons français, d'avoir une maîtrise du contrôle de cette partie de l'Ouest africain. Pour l'auteur, cette insurrection populaire violente de 1915 à 1916 est bien plus qu'une révolte. Il s'agit pour lui de la première expression de la volonté du peuple en quête de souverainisme avant même l'indépendance formelle de la Haute-Volta en 1960. Que retenir de ce livre intitulé L'indépendance au Burkina? Enfin, Nation et souverainisme, écrit par l'auteur Lona Charles Ouattara et publié en 2024 aux éditions L'Harmattan à Paris. Ce qu'il faut retenir d'emblée est que ce livre est d'une actualité appréciée. Il s'intègre donc au débat en cours dans l'Alliance des États du Sahel, l'AES, sur la question de la souveraineté africaine. Il a été publié récemment en 2024. En lisant le livre, nous remarquons que l'auteur maîtrise bien les questions militaires, mais aussi les questions de souveraineté. Cela n'est pas dû à un hasard puisque c'est un ancien officier supérieur. Et le ton de l'auteur se veut direct, franc et sans ambiguïté aucune. Et j'ai personnellement beaucoup apprécié ce livre que je vous recommande la lecture. Je vais partager avec vous quelques limites mineures que j'ai pu dégager en parcourant ce livre. À commencer d'abord par l'usage du nom du pays, Burkina Faso, qui est la forme correcte. Mais l'auteur emploie dans tous les livres et même dans le titre la formule abrégée
Burkina. Une autre limite que je voudrais souligner avec vous a trait à la préface. La préface a été écrite par l'un des éminents historiens burkinabés, professeur Magloire Somé, dont le mérite n'est plus à discuter, tant au Burkina qu'en Afrique. Mais en lisant la préface, on a l'impression que ça n'est pas une véritablement, puisque la préface, à mon sens, sert à présenter le travail de l'auteur et aussi à donner une appréciation d'un point de vue d'expert. Mais là, on remarque que l'auteur a enfilé les habits d'un auteur pour écrire aussi une préface qui se veut un peu comme un livre à côté du livre. C'est ainsi que vous retrouvez dans la préface une profusion de références et aussi dans le fond, quand vous lisez, vous avez l'impression d'avoir affaire à un autre livre, c'est-à-dire un livre dans le livre. Mais qu'à cela ne tienne, les deux limites que je viens de souligner n'enlèvent en rien le mérite du livre que je vous recommande très fortement. Pour continuer à vous imprégner des idées de l'auteur, Lona Charles Ouattara, je voudrais vous recommander 3 autres de ses livres sur la demi-douzaine d'ouvrages qu'il a écrits en tout. Le premier livre s'intitule « Le drame d'Inatan au Burkina Faso, absence indicible de vision stratégique ». Et le deuxième livre s'intitule « La troisième guerre du Burkina Faso, 2015-2020 ». Et pour terminer, le troisième livre que je vous recommande est intitulé « La réconciliation nationale en trompe-l'œil au Burkina Faso ». Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous formuler une demande. Selon vous, comment se manifeste de façon visible la souveraineté du Burkina Faso, non seulement sur la scène africaine, mais aussi sur la scène mondiale? N'hésite pas à laisser en commentaire ton opinion. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très prochainement. Ciao!